Comment vas-tu? Ça va et toi? Ça va très bien. Jade, on va parler d'un sujet. Tu vas parler d'un sujet très intéressant. Il s'agit du travail invisibilisé des femmes dans leur Au sein du au foyer. sein du foyer. Tout à fait. Euh, oui, en fait, je ne vais pas faire de commentaires parce que oui, allez, hop, je me tais et puis je t'écoute, même si je sais qu'on a des articles. Ok, Jade, je me tais. Alors pourquoi le choix du sujet? Parce que la semaine passée, nous avons publié sur la page de Oh, Néo-Québec c'est un air très sérieux. un article à propos d'un homme en Argentine qui a été condamné à rembourser son ex-épouse pour 27 ans de tâches ménagères. Donc il a été condamné à payer 8 millions de pesos, qui correspond à peu près 153 000 euros. J'ai pas fait la conversion en dollars canadiens, j'ai récupéré les chiffres On de approche déjà l'article. du 200 000 $. Probablement, étant donné la faiblesse du dollar canadien. Et ce jugement arrivait après une séparation d'à peu près 10 ans. Donc, en fait, cette séparation avait lieu alors que la dame, son ex-femme, avait 60 ans. Et la juge avait estimé que non seulement elle avait dû travailler dans les tâches ménagères par rapport à son mari, mais en plus le fait que la séparation arrive à ses 60 ans, la discriminait par rapport à son entrée dans le marché du travail. Donc, il était quasiment impossible pour elle à 60 ans de pouvoir rentrer dans le marché du travail et donc d'avoir un revenu et donc également de participer à la retraite, etc. Donc, je cite, la juge avait estimé que, notamment, la dépendance économique des femmes vis-à-vis de leur mari est l'un des mécanismes centraux à travers lequel on subordonne les femmes dans la société. Et donc, c'était par rapport à ce jugement qu'elle a il a dû verser, j'imagine, que ce n'est pas encore versé parce que entre le moment où il y a un jugement et le moment où la somme est vraiment faite, ça n'est pas dit dans l'article, mais en tout cas, le jugement, c'est qu'il devait verser 8 millions de pesos et c'est, d'après le Parisien, la somme la plus élevée qu'une femme pourrait recevoir par rapport à ce type de cas dans le monde. J'ai pas pu le préciser parce qu'il n'y a que le Parisien qui mentionnait ça. Donc l'article a été énormément partagé, énormément commenté sur notre page et j'avoue, à Néo-Québec, on était assez étonnés parce que... C'est surpris. Oui, parce qu'on avait vraiment partagé cet article un peu en termes anecdotiques et on pensait donc du coup que ce serait plus une anecdote au sein de notre page Néo-Québec qui n'attirait pas plus l'attention que d'autres articles. En fait, ça a été notre article de la semaine. Et moi, ça m'a intéressé du coup de voir à quel point ça a provoqué beaucoup de réactions parce que c'est le type d'article, le type de jugement et le type d'anecdote finalement qui touche à énormément de thématiques. Donc, on va un peu jouer aux poupées russes lors de ma chronique par rapport à cet article-là. Ça faisait longtemps ça qu'il y avait les poupées russes, ça faisait longtemps. Donc, on va faire la première poupée. Bien sûr, cet article-là mentionne l'idée de fournir un salaire aux mères au foyer, aux femmes au foyer. Ça, ce n'est pas une idée nouvelle, c'est même un sujet de débat et de contentieux très important dans beaucoup de domaines et beaucoup de luttes, comme on pourra le voir. Mais en tout cas, par rapport à cette idée de salaire qu'on verserait aux mères au foyer, il y a eu énormément d'articles qui essayaient d'estimer à combien relèverait le travail des femmes au foyer, combien elles devraient toucher si elles étaient rémunérées. Notamment, l'enquête d'Institut d'études américain estime, après avoir, on va dire, interrogé, fait des analyses avec à peu près 40 000 mères au foyer, pour comparer le type de travail qu'elles font au foyer, à la maison, qu'elles devraient toucher à peu près 138 000 $ états-uniens par an. Ce qui équivaut à peu près à 180 000 $ canadiens, parce que le dollar canadien, on sait ce que c'est en ce moment. Donc, en gros, ce qu'ils estimaient, c'est qu'ils n'ont pas seulement comptabilisé, et ça, je trouvais ça intéressant, ils n'ont pas seulement comptabilisé les tâches ménagères, même si, bien sûr, ça a été pris en compte dans leur calcul. Ils ont essayé de lister tous les types d'emplois, finalement, de tâches que font les femmes au foyer par rapport, et ensuite de comparer par rapport à l'échelle salariale. Voilà. Donc, ils ont pris en compte, par exemple, le côté psychologique. Psychologue, d'écouter le mari, d'écouter les enfants, etc. Le côté conductrice également, donc emmener les enfants à l'école, emmener le mari au travail, ramener les enfants de l'école, etc. Le côté animatrice, camp de vacances, donc devoir faire en sorte que les enfants restent amusés, occupés lorsqu'ils sont à la maison. Et vraiment, ils ont le côté également, j'ai appris, comptable, donc le fait de faire les finances, qu'est-ce qui rentre dans la maison, les factures à payer, etc. Le côté secrétaire, prendre les messages pour les personnes de la famille lorsqu'elles ne sont pas à la maison. Donc vraiment, ils ont comptabilisé tout type de tâches que fait finalement la femme au foyer, qu'on pense pas forcément. Lorsqu'on pense femme au foyer, on pense tâches ménagères. Eux, ils sont allés beaucoup plus loin dans leur calcul. Ils ont estimé qu'à peu près une femme au foyer ferait 92 heures de travail par semaine. C'était une estimation en 2007. Depuis, j'imagine que ça a changé. Beaucoup d'articles pointaient du doigt que ça devrait aller en augmentant au niveau des heures de travail, au niveau du nombre de tâches qui est demandé aux femmes au foyer. Cette idée d'approche, en fait, entre du travail, il faut bien comprendre que c'est une approche entre différences. Donc, le fait
d'estimer qu'on puisse donner un salaire aux femmes au foyer fait la différence entre ce qu'on appelle le travail productif et le travail reproductif. D'accord? Il faut vraiment avoir ça en tête pour comprendre la complexité du sujet. C'est-à-dire le travail productif, c'est le travail qui fournit des richesses. Donc, c'est le travail que l'on fait en dehors de la maison, le travail qui est valorisé comme étant un job et qui mérite d'être payé, qui, comme on va le voir, est surtout le milieu du travail des hommes, en dehors de la maison. Mais il y a également ce qu'on appelle le travail reproductif, qui est un travail qui suppose de travailler mais qui ne fournit pas des richesses, donc qui n'est pas valorisé, donc qui n'est pas payé. Et donc on se rend compte que les personnes qui sont majoritairement dans le travail reproductif, donc en l'occurrence c'est les femmes, ça ne va pas s'arrêter là dans la division, sont profondément dépendantes finalement des personnes qui sont dans le travail productif. Donc okay. Lorsque la juge mentionne, c'est un des mécanismes de dépendance des femmes, c'est-à-dire c'est un des mécanismes qui fait que les personnes qui ne sont pas rémunérées pour le type de travail qu'on ne considère pas mérite rémunération, sont donc entièrement dépendantes des personnes qui sont rémunérées par leur travail, en l'occurrence, dans les cas qui nous intéressent par rapport à la femme au foyer, le mari, dans le cas très hétérosexuel, genré, binaire, qui est accordé dans cet article. Donc, ce qui est particulièrement intéressant, et là ça va être la deuxième poupée russe par rapport à nos fameuses poupées, c'est qu'on a donc finalement un modèle du travail qui n'est pas universel, même s'il est considéré comme tel. C'est-à-dire que c'est extrêmement intéressant de voir que ce modèle suppose donc un homme qui travaille à l'extérieur de la maison, qui gagne suffisamment pour pouvoir s'occuper de femmes et enfants. Donc la femme peut rester à la maison parce qu'un seul salaire suffit. Et donc l'emploi non seulement est suffisamment payé pour subvenir aux besoins d'une famille, il y a aussi des avantages sociaux auxquels la famille peut profiter. Okay. Donc c'est vraiment un modèle qui est très genré, très binaire, très marital, très homme, femme, enfant, d'accord? Et c'est un peu le modèle qui est perçu comme le modèle du milieu salarial, qui est un peu le rêve qui a fait déplacer énormément de populations d'avoir accès à ce type de vie, l'homme qui travaille, la femme à la maison. Voilà. Et il faut savoir également qu'au Québec, c'est à peu près 20% des foyers où la mère est à la maison. D'accord? Ce qui est particulièrement intéressant avec cette statistique et qui est le premier accroche qu'on peut donner avec ce modèle qui finalement n'est pas un modèle universel, c'est que ce sont 20% majoritairement de femmes blanches, de familles blanches. Pourquoi? Parce que ce modèle de l'homme qui travaille et qui gagne suffisamment pour que la femme reste à la maison n'a jamais fonctionné au sein des communautés racisées, encore moins en fait au sein des communautés noires. Les femmes des communautés noires ont toujours travaillé parce que les hommes noirs des communautés noires n'ont jamais eu le type d'entrée au sein du marché du travail qui leur permettent majoritairement d'avoir un seul salaire qui subvient aux besoins de toute la famille. Et donc la femme peut rester à la maison. Donc déjà, ce modèle-là ne fonctionne pas. Donc lorsqu'il y a eu tout un tas de luttes pour rémunérer les mères qui restent à la maison, pour faire reconnaître ce travail-là, c'est une lutte qui est menée en n'ayant pas en tête que ce modèle-là ne fonctionne, est en fait très excluant pour tout milieu familial qui ne correspond pas finalement à homme blanc, femme blanche, couple hétérosexuel. L'homme peut travailler à l'extérieur, la femme peut rester à la maison, d'accord? Donc ce qui nous ramène à une autre petite poupée, c'est-à-dire la contradiction du capitalisme. Il faut bien comprendre que l'idée du capitalisme, c'est comme je le dis toujours, d'avoir de richesses, d'accumuler des richesses. Or, le modèle salarial tel qu'il est fait actuellement, tel qu'il fonctionne au sein du capitalisme, n'a jamais été prévu pour englober tous les groupes de population. Pourquoi? Parce que sinon, il y aurait une perte de profitabilité. Si tous les groupes gagnaient suffisamment pour vivre, le marché du travail n'engrangerait pas finalement autant de richesses. En effet. Voilà, donc c'est ce qui fait que par exemple, l'exemple le plus pratique qui vient directement en tête, c'est l'industrie du prêt-à-porter, qui va employer en Inde, au Pakistan, au Bangladesh, des femmes qui vont être payées 20 € au mois, alors qu'arrivés ici, ils font énormément de profit. On s'assure que certains groupes de population sont extrêmement mal payés pour pouvoir avoir beaucoup plus de richesses. Donc ça, c'est la fameuse contradiction du capitalisme, c'est le milieu capitaliste n'a jamais prévu que le milieu salarial soit pour tout le monde, que ce fameux modèle de l'homme qui travaille et la femme à la maison puisse fonctionner pour tous les groupes de population. Ce qui fait que les femmes noires ont dû toujours travailler. Ce qui est particulièrement intéressant, du coup, c'est qu'on a eu des luttes par rapport au milieu du travail, notamment, on va parler de deux milieux, le féminisme et les syndicats. On va commencer par les syndicats, qui se sont développés avec d'énormes angles morts par rapport aux contradictions du milieu du travail. Je m'explique. Les luttes syndicales, historiquement, et on semble souvent l'oublier lorsqu'on fait l'histoire des luttes syndicales, ont été tout d'abord extrêmement discriminant envers les femmes. Il n'y avait pas de représentation syndicale des femmes par rapport au milieu du travail. Ce n'est pas le but des premiers mouvements syndicaux.
Donc il y a déjà eu ça. Ensuite, finalement, quand le milieu syndical a fini par incorporer les femmes, après énormément de luttes et de mobilisation de la part des femmes ouvrières, travailleuses, ils ont considéré les femmes, et ils continuent de le considérer les femmes, donc c'est une manière d'aborder l'angle mort, comme un groupe minoritaire de travail en fait. Donc c'est un sous-groupe qui tente de rentrer dans le milieu du travail. Or, cette division, les femmes, c'est le petit groupe qu'on essaie de faire rentrer au travail par rapport aux hommes majoritaires, ne fonctionne que si on prend cette fameuse séparation dont je parlais au début, entre travail productif, travail reproductif. Si on considère que le milieu salarial, c'est juste le travail productif, donc le travail qui fournit de la richesse, alors oui, en effet, les femmes, ils sont minoritaires. En revanche, si vous avez une approche de tout travail mérite salaire, donc y compris le travail autour du care, le travail qui est invisibilisé, le travail notamment au foyer. Dans ce cas-là, alors on se rend compte que les femmes sont majoritaires dans le milieu du travail. Notamment, Elsa Gallran signifie que 70 pays dans le monde, les femmes sont majoritaires dans le milieu du travail. 70% en fait, elle considère que 70% du travail dans le monde est effectué par des femmes. Parce que les femmes, 65% de leur temps est consacré aux tâches de travail, notamment tâches ménagères, foyer, etc. Donc, même pas le travail productif, le travail reproductif. Donc, si on prend les deux types de travail, les femmes sont majoritaires à être constamment en train de travailler. Et donc, elle explique également, c'est pour ça que quand on parle d'immigration, on a tendance actuellement à avoir l'immigration comme une affaire d'hommes. Les hommes se déplacent pour trouver du travail. Alors qu'en fait, l'immigration est majoritairement féminine. Ce sont plus les femmes qui se déplacent pour des raisons économiques, pour trouver du travail, pour être rémunérées pour un travail finalement pour lequel elles ne touchent rien, là où elles restent, tu vois. Donc en fait, l'immigration devrait plus être abordée selon l'angle de l'immigration féminine, de recherche du travail de raisons économiques que les hommes en fait. Ce qui nous amène à, bon ça c'est le syndicat, donc le syndicat a mis de côté les femmes. Lorsque finalement ils prennent en compte les femmes, on se rend compte très vite les luttes syndicales n'ont jamais pris en compte l'angle racial. Ça a toujours été la trahison de l'histoire des luttes syndicales, c'était on va défendre l'ouvrier blanc face aux migrants qui arrivent et qui demandent un salaire beaucoup trop bas et qui empêchent l'ouvrier sur place de souche blanc d'être bien payé. Donc il y a eu cette division très nette qui se voit tout au long de l'histoire des luttes syndicales qui va se faire finalement contre les populations racisées qui sont vues comme une menace envers le marché du travail, notamment des classes prolétaires qui sont particulièrement touchées. Parce qu'elles vont demander moins. Exactement. Et donc les luttes syndicales, plutôt que de s'unir contre les patrons qui profitent finalement de cette vague de population dans le besoin, qui vont accepter n'importe quel job très mal payé parce que question de survie, vont majoritairement se tourner contre les populations racisées, contre les populations migrantes et donc vont lutter contre leur inclusion. Donc les luttes syndicales n'ont majoritairement jamais représenté les populations racisées, encore moins les migrants, alors qu'ils sont surreprésentés dans le travail le plus difficile, le plus mal payé, le plus dévalorisé. Donc devraient finalement être au cœur des luttes syndicales. Donc ça c'est une approche très importante. Et à garder en tête pour revenir sur l'Argentine. Et également très important, si on se tourne vers le milieu du féminisme, qui est aussi un milieu qui a beaucoup eu de lutte autour du thème de ce travail, donc le fait que les femmes devraient avoir le droit de travailler, devraient sortir du foyer. Comme j'ai dit, c'est un milieu donc, qui s'est fait autour d'une femme blanche, de classe moyenne, citoyenne, qui a les moyens de rester à la maison, dont le foyer a les moyens de rester à la maison. Donc la lutte va se faire autour de cette femme-là, devrait avoir le droit d'avoir une entrée dans le travail. Et donc c'est une lutte qui se fait en ignorant complètement le fait que les femmes racisées et les femmes noires ont toujours travaillé, notamment en tant que domestiques après l'esclavage. Et donc, il y a cette absence au niveau des luttes féministes qui va se faire autour de la conscientisation des femmes qui ne sont pas blanches, qui n'ont pas les moyens de rester au foyer. Et ce qui est particulièrement intéressant, c'est que pendant un moment, le milieu féministe va se déchirer autour de l'enjeu est-ce que on lutte pour obtenir un salaire lorsqu'on reste au foyer, donc pour être payé et reconnu comme des travailleuses lorsqu'on s'occupe des enfants, des tâches ménagères, etc. Ou est-ce qu'on lutte pour rentrer dans le marché du travail? Il va y avoir cette lutte entre les deux parce qu'il y a un courant féministe qui dit si on lutte pour avoir un salaire en restant au foyer, on va se retrouver coincé au foyer. C'est une cage. C'est-à-dire à partir du moment où on va pouvoir nous payer pour ça, ce sera notre place, on ne pourra jamais rentrer au travail, donc il ne faut pas se tourner vers cet enjeu-là. Donc elles vont majoritairement, le milieu féministe va finalement majoritairement se mobiliser autour de l'empowerment par la rentrée dans le milieu du travail. Exactement. Et ce que cela va donner, notamment, c'est que du coup, cette lutte va se faire pour que les femmes blanches, finalement, classe moyenne, rentrent dans le milieu du travail. Et donc, c'est une lutte qui va se faire pour l'entrée dans le milieu capitaliste néolibéral. C'est vraiment l'idée on va faire en sorte que les femmes puissent être dans le travail de richesse, va être acceptée au sein du milieu salarial. Et c'est d'ailleurs pour ça, notamment, que tout d'un coup, ça va être le féminisme ne va plus faire peur au néolibéral, au milieu capitaliste, au gouvernement, parce qu'ils ont tout intérêt à ce que les femmes produisent de la richesse. Ce qui est intéressant à voir, c'est qu'au fur et à mesure que les femmes blanches, donc de classe moyenne, citoyennes, rentrent dans le milieu du travail,
les tâches ménagères, les tâches au foyer, il faut trouver des gens pour les faire. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, le gouvernement va faire venir des immigrantes, notamment des femmes noires, des femmes racisées, dans le cas du Québec et du Canada, majoritairement des femmes des Caraïbes, pour être domestiques au sein des foyers où les femmes blanches ne font plus le travail des tâches ménagères. Donc c'est vraiment une trahison en fait du mouvement féministe qui se dit, enfin on va juste déplacer le problème. On veut plus être au foyer, donc on va faire en sorte que les femmes noires soient au foyer à notre place. Donc il ne va pas y avoir une lutte de libération pour les droits des femmes noires et racisées. C'est vraiment, moi j'ai envie d'aller à l'université, j'ai envie de travailler, donc on va aller embaucher une Guadeloupéenne, on va la mettre à la maison et elle aura qu'à se démerder avec les tâches ménagères. Donc on a des lois d'immigration qui vont se développer pour faire venir spécifiquement des femmes, donc des Caraïbes, qui parfois sont enseignantes, sont infirmières, mais lorsqu'elles arrivent avec cette immigration-là, elles ont juste le droit d'être domestiques. Leur visa est bien spécifique, elles ont juste le droit d'être domestiques, elles sont logées chez l'employeur garde leur passeport, donc il y a même tout un programme qui existe encore. Et existe encore, donc quand on parlait de l'immigration, la RIMA, c'est exactement ça, on a besoin de travailleurs bien spécifiques, on n'en a rien à faire de ce que vous voudriez faire, on n'en a rien à faire de respecter vos droits, vous devez être domestique, vous rentrez, vous restez domestique. Avec énormément d'abus, parce que ça signifiait qu'elles ne pouvaient pas se plaindre de leur employeur si jamais elles subissaient harcèlement, abus, il y en a énormément, ça a été documenté, ils avaient leur passeport, donc si elles se plaignaient, elles étaient déportées, rapatriées, elles étaient extrêmement mal payées, elles n'avaient quasiment jamais de jour de repos, puisqu'elles logeaient chez leur employeur, donc elles travaillaient du lundi au dimanche. Donc les abus ont été très, très développés, et bien sûr le mouvement féministe, notamment le mouvement féministe québécois, n'a pas développé de lutte autour de cet enjeu-là. Donc il y a eu une trahison est-ce qu'on peut parler de trahison parce qu'il n'y a jamais eu de confiance établie entre les femmes blanches et les femmes racisées, mais tu as compris l'idée. Donc, c'est important de voir également comment, même au niveau du mouvement féministe, il n'y a pas eu une conscientisation, une approche de l'angle racial, alors qu'on parle d'un milieu de travail qui est très proche du travail au foyer, c'est-à-dire autour du care. Et là, pour revenir et tout, moi je trouve ça très intéressant également de le développer, c'est qu'actuellement, dans le milieu du travail, il y a un développement qui fait en sorte que le milieu du travail se précarise de plus en plus, d'accord? Parce qu'il faut bien comprendre que l'approche par l'empowerment des femmes, finalement, a échoué. On a cette idée que ça y est, les femmes sont rentrées dans le milieu du travail, il y a une égalité salariale. Et en fait, il y a énormément d'études qui montrent qu'il n'y a que quelques professions qui ont atteint véritablement cette égalité entre hommes et femmes. Et non seulement il n'y a eu que quelques professions, mais c'est que quelques femmes, en l'occurrence des femmes blanches, des femmes citoyennes, des femmes de classe moyenne à haute, qui ont reçu une longue éducation, qui sont capables d'obtenir des postes aussi avancés dans ces quelques professions. Mais majoritairement, le milieu du travail n'a pas permis aux femmes de rentrer, de sortir de la précarité. En fait, le milieu du travail est de pire en pire pour les femmes, c'est-à-dire de plus en plus précarisé, des salaires de plus en plus bas, et surtout, ça se transforme de plus en plus dans les services à la personne. Donc, de plus en plus d'emplois sont autour du care. Et on se rend compte que tous ces emplois très précarisés, temps partiel, salaire minimum autour du care sont majoritairement faits par des femmes. Forcément, vous avez des enfants, c'est à vous qu'on va demander de prendre un temps partiel pour vous occuper des enfants à la maison parce que les infrastructures, notamment les infrastructures au Québec pour s'occuper des enfants ou des personnes vieillissantes sont très mauvaise finalement, donc ça demande énormément d'organisation pour le couple, et non seulement donc c'est majoritairement les femmes qui se retrouvent dans ces emplois mal payés et qui sont dépendantes du salaire des hommes, mais plus le travail est bas, mal payé, dévalorisé, plus on y trouve des femmes racisées et des femmes noires notamment. Majoritairement, les agences de placement, c'est surtout des femmes de la communauté haïtienne qui sont dans les agences de placement au Québec, pour vous donner un exemple. Donc, on a un milieu de l'emploi qui se précarise de plus en plus, qui tourne autour de plus en plus avec le care, où on retrouve énormément les femmes, et notamment les femmes racisées. Donc, il y a eu un déplacement du problème, d'accord? Autour de cette idée qu'on va faire en sorte que les femmes ne soient plus dépendantes du salaire des maris. Il y a eu un véritable déplacement du problème vers les femmes qu'on considère encore moins pour le travail qu'on ne considère pas. Tandis que, comme on l'a vu, les tâches au foyer augmentent de plus en plus, les infrastructures sont de moins en moins disponibles, et on se rend compte notamment qu'en plus des tâches à la maison qui ne sont pas reconnues comme un travail valorisé, le travail productif auquel on parque les femmes est de moins en moins valorisé également. Femmes de ménage dans les hôtels, infirmières, moins valorisées, moins payées. Il faut aussi voir que beaucoup de femmes qui ont répondu à ce type d'analyse, qui se retrouvent donc dans non seulement des tâches ménagères qui sont payées, donc elles sont par exemple femmes de ménage dans les hôtels, et qui en plus font le travail à la maison, des tâches à la maison, de s'occuper des enfants, etc., disent que souvent elles se sont retrouvées dans cette situation par nécessité économique, donc notamment le racisme systémique qui fait en sorte que leurs diplômes ne sont pas reconnus au Québec, donc il y a une déqualification économique, il y a une discrimination à l'embauche, elles sont moins bien payées, dès qu'il y a des coupures au niveau des emplois, c'est elles qu'on renvoie en priorité, mais aussi la pression sociale.
social. Donc cette idée que ah ben tu vas te sacrifier par amour pour moi, ou c'est un rôle social, c'est normal que tu t'occupes des beaux-parents vieillissants. Donc énormément de proches aidants qui sont finalement des femmes, et encore des femmes dans la précarité. Donc en gros, pour revenir à cette conclusion, ça m'a intéressé cet article sur un Argentin qui doit payer donc finalement son ex-femme pour les 27 ans, parce que c'est anecdotique, mais c'est aussi très rare d'avoir ce type de jugement. Énormément de commentaires ont laissé à dire ok, le jugement a été donné, mais il faut voir maintenant s'il est payé, parce qu'il va payer, parce qu'il faut bien reconnaître également que c'est pas parce que vous perdez en cours et qu'on vous oblige à payer quelque chose. La plupart du temps, par exemple, les hommes qui sont supposés donner de l'argent pour les enfants, c'est un vrai problème pour les forcer à payer en fait. Donc, c'est pas parce que la cour de justice dit vous allez payer qu'il va y avoir paiement. Il faut voir si elle les touche. Mais en tout cas, je trouvais que les discussions qui tournent en fait autour de la place des femmes au foyer ou au travail, donc le travail invisibilisé, quel est le travail qui est supposé donner de la richesse ou pas, les travails qui sont méprisés ou pas, qui sont reconnus ou pas, du care notamment, se fait souvent uniquement sous l'angle du genre. Donc on va dire les femmes. Donc on va en faire une espèce de pseudo-universel, une catégorie homogène. Or ça devrait être une discussion beaucoup plus complexe que cela, notamment prendre en compte l'angle racial, l'angle de la classe, l'angle de l'immigration, afin de montrer en fait comment certaines femmes, exactement, de montrer comment en fait certaines femmes, ça pourrait même être vu comme un privilège de pouvoir rester à la maison, parce que historiquement ça n'a jamais été offert à ces communautés-là, de voir également comment beaucoup des femmes noires racisées ont été oubliées de cette discussion, oubliées des luttes syndicales, oubliées des luttes féministes, et donc se retrouvent dans des situations de grande précarité où le travail du care, ce travail invisibilisé, le travail méprisé leur retombe sur les épaules, et c'est exactement ce qui se passe actuellement au Québec. Donc de voir également comment on peut complexifier ces discours, notamment alors que depuis ces 2 dernières années et même actuellement, on a des grèves des femmes de ménage contre d'énormes groupes, notamment Elior, je partagerai l'article actuellement, qui se rassemblent, qui essayent de se syndicaliser, donc de faire entendre leur voix pour dire on est extrêmement maltraité, on est mal payé, les produits sont toxiques, les groupes comme Elior représentent des millions de profits, mais c'est nous qui faisons le ménage et nous sommes considérés comme des sous-citoyennes, et comment elles ont énormément de mal non seulement à recevoir le support des syndicats, mais également à recevoir les supports des associations féministes, parce qu'elles ne sont pas considérées comme le type d'ouvrière qui mériterait d'avoir un mouvement de masse. Et donc elles s'organisent, et elles s'organisent parfois en ayant, grâce à énormément de courage et en ne lâchant pas d'obtenir gain de cause ou pas. Dans le cas d'Elior, c'est en cours, et on parle de femmes qui sont payées 900 € par mois, qui sont actuellement en grève, donc qui ne touchent pas pour pouvoir faire valoir leurs droits face à Elior. Donc je tenais également à dire, on est dans un moment où des mouvements s'auto-créent, je ne sais pas si ça se dit, mais sont des mouvements par et pour les femmes noires, notamment dans ce milieu-là. Donc on repartagera. Mais je trouvais ça intéressant d'aborder de manière plus complexe l'article qu'on avait partagé la semaine dernière. Effectivement, mais là, soudainement, je ne vois plus l'article comme il était, tel que moi je le voyais après cette explication-là, parce que bon, là tu as ouvert plusieurs portes, et comme tu disais, c'est des poupées russes, et là je le vois différemment. Comme quoi, à partir d'un article comme ça, on voit que ça ouvre plusieurs... ça touche à énormément de thèmes, énormément d'histoires. C'est pas juste une histoire de, voilà, un monsieur qui doit payer une pension. Et je pense que c'est aussi pour ça que ça a donné autant de réactions. De réactions, peut-être pas. Les gens ont vu tout de suite ce qu'il y avait derrière. Même s'il y a eu des réactions, évidemment, auxquelles on pouvait s'attendre, d'hommes qui écrivaient ah ben écoutez, dans ce cas je vais rentrer à la maison faire les travaux ménagers, tout ça. Ben voilà, comme quoi. Merci beaucoup, Jade. On se dit à la semaine prochaine.